Et nous recevons sur ce plateau un juriste, un avocat. Donc de Lubumbashi, il s'agit de Maître Dieudonné Mouïza. Bon matin et bienvenue. Merci. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin, Maître Dieudonné. Vous avez suivi cette affaire, je pense, depuis son origine. Tout à fait. Matata Ponyo, qui était Premier ministre à l'époque, et son ministre Patrice Kitebi, ministre des Finances, et ensuite le responsable du projet, le gestionnaire du projet, un Sud-Africain, Grover Christo. En quoi est-ce que Matata Ponyo, pour essayer un peu de revenir à l'origine, en quoi est-ce que Matata Ponyo devrait-il être indexé dans cette affaire, être co-accusé des détournements de fonds? Oui, voilà, merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs de Malaika. Oui, premièrement, Matata Ponyo est poursuivi. Il est co-accusé avec les deux autres pour détournement des deniers publics. Là, il s'est posé un problème de procédure. Le problème de procédure se pose comment? Parce qu'il a été déféré devant les juges de la Cour constitutionnelle. Très bien. Or, la loi est claire à ce sujet. La Cour constitutionnelle est le juge naturel du président de la République et du Premier ministre. C'est ça. Ça, c'est le principe. Alors, il s'est posé une question de compétence parce que Matata Ponyo n'est plus Premier ministre. Tout à fait. Et les autres se sont retrouvés parce que les juges de l'action et les juges d'exception, parce que les co-accusés peuvent se retrouver aussi parce que l'un des co-accusés est justiciable devant cette juridiction. C'est pourquoi les autres se sont retrouvés devant la Cour constitutionnelle. Et heureusement, la Cour constitutionnelle étant sa première jurisprudence, c'est la première affaire pénale que cette juridiction vient de connaître, et elle a tranché à se déclarer incompétente. Pourquoi? Parce que la Constitution parle du président de la République et du Premier ministre. En exercice. En exercice, et non ancien ou président de la République, ancien président. Ça veut dire que la Constitution, c'était en cette matière. Tout à fait. À ce niveau-là. Tout à fait. Et pour le président de la République, il y a une loi qui le protège, la loi sur les statuts des anciens présidents de la République. Oui. Mais pour le Premier ministre, il n'y a aucune loi par rapport à cette question. Oui. Alors, il va se poser des questions de droit, et ce que je vais donner, c'est une position uniquement personnelle par rapport à la question. Très bien. Qu'est-ce qui va surgir après que la Cour se soit déclarée incompétente? Parce que l'infraction en question, c'est une infraction de la compétence du tribunal de grande instance. J'ai envie qu'on revienne un peu à l'origine. Est-ce que Matata Ponyo, lui qui était juste Premier ministre, chef du gouvernement, et son ministre des Finances qui était voilà, habilité à gérer les finances du pays, le trésor public, ensuite il y avait un autre gestionnaire du projet, le Sud-Africain Grover, qui est censé, du point de vue de la loi, répondre devant la justice entre les trois personnalités? On n'a pas abordé la question des fonds, nous sommes d'abord sur la question de la forme. Très bien, d'accord. Jusque-là, nous ne savons pas si réellement il y a eu détournement ou pas. Très bien, ok. C'est ça la question qu'il faut se poser. Justement. Alors nous nous limitons uniquement à la procédure. Très bien. Qui devrait juger ces trois personnes-là? C'est ça la question qu'il faut se poser. Okay. Uniquement ça. Le fond de la question, c'est après. Après savoir qui est le magistrat compétent de juger ces trois personnes. Okay. Voilà. Donc, la question qui se pose est de savoir, est-ce qu'à ce jour, il y a un juge qui est censé juger Matata Ponyo? Parce que la première des choses, on l'a présenté comme étant ancien Premier ministre. Or, la Cour constitutionnelle, comme elle s'est déclarée incompétente, dit non, cet homme ici n'est plus Premier ministre, je ne sais plus les juger. Oui. Ça, c'est déjà un fait. Deuxièmement, quel sera le comportement du parquet général? Après la Cour constitutionnelle, est-ce qu'elle va transférer le dossier au parquet général après la Cour de cassation pour que Matata Ponyo soit maintenant jugé par la Cour de cassation en tant que sénateur? Parce que les juges naturels d'un sénateur, c'est les juges de la Cour de cassation, selon la Constitution. Mais à quel moment les faits se sont commis? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que la Cour de cassation est compétente de juger les faits d'un sénateur, les faits passés avant qu'il ne soit sénateur? C'est ça la question qu'il faut se poser. Or, la loi est claire à ce sujet, c'est pour les infractions commises pendant qu'il est sénateur. Or, si on parle de Bukangalo, c'est avant qu'il ne soit sénateur. Absolument. Alors, à ce jour, certaines, je partage aussi la même opinion, il y a une difficulté de juger cette affaire à ce jour par rapport d'abord au statut de Matata Ponyo. Le statut actuel. Le statut actuel de Matata Ponyo. Parce que je vous ai dit clairement que la compétence en matière pénale, elle est soit matérielle, soit territoriale, soit personnelle. Alors, la matière, même le tribunal de grande instance peut traiter de cette matière. Très bien. Parce que pour toutes les infractions dont la peine va au-delà de 5 ans de prison, c'est le tribunal de grande instance. D'accord. Mais à moins de 5 ans de prison ou 5 ans de prison, c'est le tribunal de paix. Donc,
le tribunal de grande instance peut connaître cette affaire. Mais est-ce que le tribunal de grande instance peut juger personnellement Matata Ponyo en tant que sénateur? En termes de compétences. J'ai dit non, la compétence personnelle pose problème. Oui. Parce que les juges naturels d'un sénateur en matière pénale, c'est les juges de la Cour de cassation. Alors, maintenant, là, il se pose un problème. J'essaie un peu de parcourir un peu quand même l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Oui. Les juges disent que la compétence, même les privilèges, les privilèges des juridictions s'apprécient au moment des poursuites. Bon. Ça veut dire? Ça signifie, lorsque le ministère public, les magistrats du parquet ont pris connaissance des faits, lorsqu'ils veulent lancer les poursuites. Bon, le cas pour les sénateurs, on demande que ces immunités soient levées pour qu'on lance les poursuites, pour qu'ils soient entendus par les magistrats. Oui. Le cas pour un premier ministre, on demande que le Congrès puisse autoriser. Le Congrès, ça signifie le Parlement, l'Assemblée nationale se réunit en Congrès pour autoriser qu'un premier ministre soit poursuivi. Mais un premier ministre en fonction, bien sûr, pas un ancien premier ministre. Voilà, donc ça c'est la position de la Cour constitutionnelle à ce jour. Elle estime que le privilège des juridictions s'apprécie au moment des poursuites. Or, les poursuites ont été entamées après que Matata Ponyo ne soit plus sénateur, ne soit plus Premier ministre, pardon. Voilà la nuance. La nuance par rapport à cette question-là. Donc, à ce jour, M. Matata Ponyo, le sénateur Matata Ponyo, se retrouve un peu dans une position très confortable parce qu'il y a ce que certains peuvent appeler un vide juridique. Est-ce que ce vide juridique est favorable à Matata Ponyo? Tout à fait, c'est favorable à lui, parce que si nous allons en droit comparé aujourd'hui, il y a des juridictions spécialisées pour juger de tels cas. Ça signifie que vous avez commis des faits pendant l'exercice d'une certaine fonction, et il y a une juridiction spécialisée pour ça, c'est pour ne pas favoriser l'impunité. Mais à ce jour... C'est la question que moi je voudrais vous poser. Est-ce que ce vide juridique ne va-t-il pas favoriser l'impunité ou un tout petit peu montrer la faiblesse de la justice congolaise? Tout à fait. À ce jour, elle va nécessairement favoriser, mais il n'est pas tard de faire mieux les choses. Parce que même pour que les Français à ce jour puissent avoir ces juridictions, ils s'étaient habités au même problème que nous avons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, même les avocats de Matata Ponyo crient au triomphalisme, non, à ce jour, aucun magistrat, aucun juge ne peut connaître de cette affaire, ne peut juger le sénateur Matata Ponyo pour cette affaire de Boukangalonzo. À moins qu'il puisse commettre une autre infraction en tant que sénateur, là on va demander la levée de ses immunités et il sera déféré devant la Cour de cassation. Mais à ce jour, pour l'affaire Boukangalonzo, qui ait commis l'infraction de détournement ou pas, aucun magistrat, c'est ce que les avocats de la défense disent aujourd'hui. Et d'une manière ou d'une autre, il profite de cette faiblesse de la loi, parce que pour les anciens présidents de la République, il y a quand même une loi qui a déjà tranché sur cette question. Les statuts des anciens présidents de la République. Tout à fait. La loi existe. Mais pour les anciens premiers ministres, pourquoi on n'a pas pensé à cette question-là? Bon, les législateurs sont là, nous avons des honorables députés. Ils peuvent toutefois aussi revenir dans cette matière pour renforcer, n'est-ce pas, la justice dans notre pays. Maître, je vous invite à regarder avec nous, parce qu'on va revenir un peu sur cette déclaration, l'arrêt de la Cour constitutionnelle. On va regarder en image et puis un peu les scènes de l'IS qui se sont automatiquement déclenchées dans les Kindu et dans les fiefs de Matata Ponyo. On va regarder dans les Maniema aussi, il y a eu beaucoup de scènes de l'IS. On regarde ces images et nous revenons juste après. Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 72 et 53. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière répressive, en premier et dernier ressort, les ministères publics entendus déclarent recevable et fondée l'exception des compétences soulevées par les trois préfets. Se déclare incompétente à connaître des poursuites contre les trois préfets, mais les frais d'instance à charge du Trésor. Dit que le présent arrêt sera signifié au prévenu, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle ont siégé mesdames et messieurs.
tunachunga ng'ombe, tunachunga ng'ombe. Ng'ombe ikuye. Ng'ombe sasa, ng'ombe. Utuletee ng'ombe, chef, ng'ombe. Ng'ombe. Dessin d'Eliès observé justement après la déclaration, la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, Maître Dieudonné Moïse, au regard de ces images, des images qui dénotent de la réjouissance, de la jubilation, est-ce qu'on peut dire que Matata Pognon est absous carrément des chefs d'accusation et en fait c'est en homme libre et jamais justiciable? Non, c'est très tôt de le dire à ce jour. C'est très tôt de le dire parce que ce n'est qu'une bataille qui a été gagnée, ce n'est pas la guerre. Ça signifie on ne l'a pas acquitté en soi. Il n'a pas été déclaré innocent. On a estimé qu'on lui a présenté devant un juge qui ne devrait pas le juger. Uniquement ça. Alors, bon, je peux comprendre, peut-être que ce sont ces fanatiques. Nous sommes dans un pays démocratique où la politique a plus de l'influence sur la population. Je peux comprendre ça, mais en réalité, en est d'un juriste averti, la bataille n'est pas encore pris fin. On ne sait pas ce que le parquet réserve comme surprise à la défense de Matata Pognon. Peut-être le dossier pourra être transmis encore au niveau de la Cour de cassation. Bon, je suis sûr en parlant de la suite, est-ce que ce sont les magistrats de la Cour de cassation qui doivent se saisir de l'affaire? J'y arrive. Ou soit encore c'est le ministère public qui doit, en effet, après, dans la procédure normale, transférer le dossier. Oui, voilà, avant de répondre à la question, je voulais expliquer quelque chose. Lorsqu'on parle de privilèges des juridictions de poursuite, donc on avait prévu ce genre de mécanisme en droit, c'est pour éviter qu'une certaine personnalité, par rapport à sa casquette, puisse avoir de l'influence sur les magistrats, sur les juges. C'est pourquoi on estime que non, voilà, un sénateur, avec la casquette d'un sénateur, il peut influencer facilement un magistrat du tribunal de grande instance ou un magistrat de la cour d'appel. Pour on estime que lui, son juge naturel, c'est un magistrat de la cour de cassation. Donc la raison d'être de privilège, c'est pour éviter cette influence que peut avoir une personne sur les magistrats, les acteurs de la justice. Voilà l'importance des privilèges. Alors, Matata Pognon poursuivi pour dossier Boukangalonzo, parce qu'il était Premier ministre. Qui devrait le juger? C'est ça la question qu'il faut se poser. Qui doit juger Matata Pognon? Est-ce que Matata Pognon, à ce jour, a encore de l'influence sur les juridictions? Voilà, c'est ça la question qu'on se pose. Alors, lui, le problème se pose à ce jour, c'est parce qu'il est encore sénateur. S'il n'était pas sénateur, on peut le déférer facilement devant le tribunal de grande instance pour détournement des deniers publics. On a vu M. Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale, être jugé par un tribunal de grande instance. Justement. Mais Matata Pognon est sénateur. Et un juge du TGI, à ce jour, ne peut pas juger un sénateur selon la loi. Les sénateurs, leur juge naturel en matière pénale, c'est les juges de la Cour de cassation. Et voilà pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation. C'est parce qu'on n'avait jamais... C'est pourquoi on dit toujours que ce sont les faits qui précèdent les droits. Mais comme nous avons une situation pareille, et ça va pousser au législateur de voir autrement la question et légiférer dans ce sens pour éviter cette situation à l'avenir. Alors, une certaine opinion pense que c'est une situation carrément politisée. Vous, est-ce que vous partagez cette opinion? Quelle est la lecture que vous en faites? Oui, moi, je suis venu répondre à votre invitation en tant qu'analyste juridique uniquement. Tout simplement, uniquement. Je ne peux pas donner une position par rapport à ça. Ça, je laisse aux membres de différentes formations politiques de réagir. Alors, une autre question que moi je vous pose, c'est en rapport avec un des co-accusés de Matata Pognon. Il s'agit du Sud-Africain Grober Christo. Pour ce qui le concerne, le contrat de Grober avec la RDC est donc régi par le code d'investissement qui renvoie toute compétence au droit international. Ça veut dire que lui aussi ne sera plus jugé par la suite. Et c'est un dossier qui devrait être transféré. Non. Il y a une nuance. Ça signifie les clauses entre particuliers, les clauses civiles commerciales ne peuvent pas nuire aux bonnes mœurs. Ça signifie que ça ne peut pas violer les lois de la République. Ici, il s'agit d'une matière purement pénale qui n'a rien à voir avec les clauses commerciales, les clauses contractuelles.
c'est très différent. Ça signifie même que c'est un moyen, bien sûr, développé par la défense, mais à ce jour, lorsque vous évoquez dans un contrat de partenariat une clause d'arbitrage disant que non, écoutez, en cas de l'interprétation, une mauvaise interprétation de nos engagements, oui, c'est le juge zambier qui sera notre arbitre. Vous pouvez le décider dans un engagement. Oui. Mais cela ne revient pas à dire que lorsque vous violez une loi pénale, vous ne pouvez pas être jugé. Non, ça non. Ça c'est une nuance à apporter parce que toute convention contraire aux bonnes mœurs est considérée comme nulle et de nul effet. Très bien. Ça signifie que vous ne pouvez pas vous permettre de détourner, s'il y a détournement bien sûr, et puis vous vous cachez derrière une clause disant que non, moi mon juge, c'est le juge zambien parce que dans les contrats, nous avons décidé qu'en cas de problème lors de l'interprétation de ces contrats, c'est le juge sénégalais qui doit être tranché. Non, ce n'est pas ça. La matière pénale est de stricte interprétation. Lorsqu'elle a une portée générale, lorsque vous violez la loi, qui que vous soyez, vous devrez être jugé. Vous devrez être jugé. Alors, ici, le problème se pose par rapport à ce statut de co-auteur ou co-accusé. Donc, et on les a présentés, ont été présentés devant un juge constitutionnel qui est le juge naturel du président de la République et du Premier ministre. Oui. Alors, ils ont, en réalité, quand on parle de privilèges, il y a aussi l'aspect négatif de ces privilèges. Oui. Parce que vous êtes jugé à premier et dernier ressort. Tout à fait. Ça signifie que vous perdez le double degré de juridiction. Donc, au lieu d'être jugé 2 fois, vous ne serez jugé qu'une seule fois. Donc ce sont des privilèges, bien sûr. Vous serez jugé par des magistrats. Il n'y aura pas de recours après. Il n'y aura plus de recours. Vous savez, c'est en première et dernière instance. Donc vous connaissez l'affaire une seule fois, il n'y a pas de voie de recours. Mais à ce jour, par exemple, le dossier Camer, le procès 100 jours, il y a eu des voies de recours, ils ont été en appel. Aujourd'hui, ils se retrouvent au niveau de la cassation. Donc ils peuvent obtenir gain de cause à la cassation. Oui. Ils avaient été condamnés au premier degré. Voilà l'importance et les inconvénients de ces privilèges de juridiction. Aussi. Alors pour renforcer la justice dans notre pays, je pense que quelle est la recommandation que vous pourrez faire par rapport d'abord à ce cas d'espèce qui nous montre, c'est un exemple, un cas illustratif qui montre qu'à un certain moment, notre justice ou nos textes, là où ils se taisent, ils réservent un tout petit peu, ils dénotent un peu de la faiblesse. Est-ce que quand on est dans un régime qui privilégie l'état des droits, je pense que c'est une affaire qui requiert célérité. Oui, premièrement, je recommande à nos élus de nous élaborer des lois qui peuvent résoudre ce genre de situation. Aujourd'hui, en France, ce problème ne se pose plus parce qu'il y a les législateurs français à réfléchir, disant que pour éviter qu'il y ait une certaine forme d'impunité, voilà, nous instaurons une telle juridiction pour juger de tels cas. Bon, il n'est pas encore tard parce que nous sommes à notre première expérience. Je vous ai dit que c'est la première affaire pénale qui a été déférée devant la Cour constitutionnelle. Oui. Le RP 001, c'est la première fois. Nous sommes à notre première expérience. Une première expérience qui doit être plutôt pédagogique aussi. Pédagogique, et puis c'est pour aussi nous aider à l'avenir pour qu'on ne puisse pas rencontrer la même situation. Et au ministère public, parce qu'il était parti au procès, de ne plus commettre ce genre de... D'ailleurs, je peux appeler ça erreur parce qu'il y a une décision qui a débouté par rapport à ces arguments. Oui. Donc, pour ne plus commettre ces erreurs, et surtout nous, la population, de voter aussi utile, savoir voter des gens qui sont en mesure de vous pondre des lois qui peuvent aider la République. Il ne faut pas seulement nous envoyer des gens qui ne maîtrisent rien du tout. Je ne demande pas qu'ils soient seulement des juristes, mais des gens de différents domaines de la vie sociale, des anthropologues, des sociologues, tout le monde, pour essayer d'élaborer les lois qui s'adaptent à nos réalités. Et non faire la copie-coller, parce qu'à ce jour, je pense qu'on sera obligé de réfléchir droit comparé. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas grave, mais on pourra en tout cas s'améliorer au fur et à mesure que notre justice est en train d'avancer. Ça, c'est encouragé. D'abord, aujourd'hui, nous avons au moins une jurisprudence. Tout le monde connaît que la Cour constitutionnelle ne peut que juger les présidents et les premiers ministres en fonction. Or, il y avait cette confusion disant que non, même les anciens premiers ministres pouvaient être jugés par cette juridiction. Mais il y a quand même une jurisprudence qui est aussi une source de droit. Et à l'avenir, les autres pourront se pencher sur cette jurisprudence pour éviter ces erreurs judiciaires. Alors, combien de temps ça pourra prendre pour peut-être arriver au bout du tunnel de cette affaire? Oh, je ne sais, en tout cas, je ne saurais pas prédire l'avenir. À ce jour, peut-être on ne connaît pas
ceux qui se trempent dans les chefs du ministère public, les magistrats des parquets, sont en train de réfléchir qu'est-ce qu'il faudra faire pour ne pas connaître le même sort. Oui. Qu'est-ce qu'il faudra envoyer chez nos collègues du parquet général pour la Cour de cassation pour commencer l'instruction à zéro? Est-ce qu'il faudra, voilà. Est-ce que ça risque de prendre du temps? Ça va prendre du temps. Et l'affaire judiciaire, et puis j'encourage aussi la presse, lorsque vous commencez à suivre une affaire, il faut aller jusqu'au bout. Tout à fait. Il faut aller jusqu'au bout parce qu'il y a aussi des conséquences néfastes. Vous pouvez aujourd'hui filmer quelqu'un accusé de viol et après 5 ans, il est acquitté et la presse n'est pas informée. Et c'est la crédibilité de cet homme innocent tout à fait. Qui sera mise en cause. Alors, c'est un peu d'aller jusqu'au bout de cette affaire. Et Dieu nous aide, si Dieu nous donne encore la vie, nous saurons la suite de cette affaire. D'accord, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes maître Dieudonné Mouinza et vous nous avez accordé une analyse plutôt juridique dans l'affaire Matata Pognon, Bukanga Alonso. Merci infiniment de votre temps. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Alors, merci infiniment, mesdames, messieurs. Pour cette partie, nous allons passer à autre chose tout à l'heure. Donc, restez avec nous.